J'ai le plaisir d'accueillir mes 3 experts du jour. Bonjour Thomas Grébine. Bonjour. Responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Bonjour Gilles Raveau. Bonjour Raphaël Legendre. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis. Un nouveau livre. Un nouveau livre, mais c'est vrai. Ouais. Inflation, la grande arnaque. Exactement, le 30 octobre. Donc n'allez pas dans vos librairies. J'ai fait un travail quasiment plus de journaliste que d'économiste. J'ai voulu raconter ce qui nous est arrivé en 2022-2023, lorsque, vous vous rappelez, toutes les chaînes, il y avait des paniers de biens, on suivait, c'était la panique, on allait faire ses courses et à combien allait être l'huile, le yaourt, l'énergie, les factures d'électricité qui flambent et tout ça. Je raconte tout ça. Et juste à partir de la presse économique et de rapports officiels comme ceux de la Cour des comptes, je vois qu'il y a eu des marges qui ont un petit peu augmenté quand même à ce moment-là. Donc voilà. Et puis j'en tire les conséquences aujourd'hui. Toutes les aides publiques dont on a tous bénéficié. Donc la dette. J'explique aussi pourquoi la Banque centrale européenne a fortement augmenté ses taux d'intérêt de l'été 2022 à l'été 2023. Et je finis par quelques petites croustillantes solutions pour essayer de trouver un petit avenir pour notre pays. Très bien. On aura l'occasion. C'est presque drôle à lire. On aura l'occasion d'en reparler dans les experts, d'excellents sujets. C'est gentil. Et en face de vous, Ludovic de Sauté. Bonjour Raphaël. Bonjour Ludovic, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. On commence par un premier sujet qui nous concerne presque tous. C'est le mensuel le plus lu chaque mois, c'est la fiche de paie. 15 millions de salariés regardent leur fiche de paie quand elle arrive à la fin du mois. En général, on se concentre sur la dernière ligne, le net à payer. Un peu les congés payés aussi. Oui, aussi, accessoirement, les RTT, les congés payés, c'est vrai. Mais alors, tout ce qui se passe au-dessus, personne n'y comprend rien. C'est le résultat d'une étude du Club Landois. Le Club Landois, c'est un think tank qui est rattaché au groupe Bayard, qui rassemble plusieurs entreprises qui s'intéressent aux enjeux de démographie. Alors, le lien entre la fiche de paie et la démographie, c'est le financement de la sécurité sociale. C'est notre contrat social à nous tous en France. Et au vu de la lecture des résultats, on voit que... franchement, personne n'y comprend rien, Ludovic de Sauté. Ouais. Non, et dans les chiffres que vous partagiez en introduction, là, il y a un chiffre qui est assez marquant. Je crois que c'est à peu près 52-53% des Français qui comprennent pas la mécanique des retraites, par exemple. Pour juste citer un exemple. Un Français sur deux. Un Français sur deux. C'est-à-dire qui a le sentiment qu'il est en train d'épargner quelque part un argent qui lui servira le jour où il aura sa retraite. Qui est pas, donc, et c'est assez significatif d'une incompréhension et majeure et d'un défaut de pédagogie, on va dire, de la part de l'État et de la part de l'outillage et tout ça. C'est-à-dire que, sans remettre en cause ces taxes, parce que ça c'est un autre débat, c'est-à-dire à quel point un document aujourd'hui n'arrive pas à traduire ce qu'est l'action publique, à quoi sert cet argent. Il y avait eu des efforts, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années de la part de Bercy pour montrer comment l'impôt était utilisé avec des gâteaux, des parts, des choses comme ça. Mais qui est un acte de pédagogie. Là, vous parlez d'un document que des millions de Français reçoivent chaque mois. Et bien, en fait, les Français ne comprennent pas ce qu'ils alimentent, à quoi sert cet argent. Et très concrètement, honnêtement, on a l'impression qu'ils sont plutôt face à une pyramide avec des hiéroglyphes égyptiens. C'est ça. Et en train de se demander, derrière tous ces calculs et tous ces acronymes, qu'est-ce qui se joue ? Ils s'en balancent un petit peu, quoi, finalement. Il y a un chiffre que je retiens, Gilles Raveau, c'est sur la CSG qui est quand même le premier des prélèvements. 59% des Français, 6 Français sur 10, ignorent à quoi sert la contribution sociale généralisée. Alors, certainement, quelques-uns qui nous écoutent ce matin, Gilles Raveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert la CSG ? Alors, je vais vous répondre, mais moi, je fais partie des gens qui ne sont pas capables de connaître la signification de toutes les lignes de ma fiche de paye. Donc, je fais partie de ces gens-là. Et je me permets d'insister, parce que ça, on parle des réformes, ça peut être changé à la rentrée scolaire prochaine. Et j'en parle effectivement régulièrement. Il se trouve que l'enseignement de l'économie, c'est un des combats de ma vie. J'avais été à l'origine du rapport de Jean-Paul Fitoussi en 2000 au ministre. Il y a 25 ans. Et oui, au ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Jack Lang, il avait fait, Jean-Paul Fitoussi avait rédigé un magnifique rapport sur l'enseignement de l'économie dans le supérieur. Mais la sécurité sociale, que je considère comme une des œuvres majeures de l'humanité, n'est pas enseignée dans le tronc commun des lycéens. L'histoire de la sécurité sociale, le fonctionnement de la sécurité sociale et la lecture des fiches de paye, comme la lecture d'un contrat de travail, d'un contrat de location, tous ces actes juridiques du quotidien doivent faire partie du tronc commun
des lycéens et même des collégiens. Et ça ne coûte rien et c'est facile à faire. Et la question qu'on peut se poser, comment ça se fait que ça ne soit pas le cas? Et donc, alors, votre réponse? Non, vraiment, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est à dessein pour finalement Non, j'ai pas la réponse. Mais, et ça, on peut le changer demain. Et j'aimerais bien que de nombreux élus, en particulier, fassent cette demande transpartisane. Parce que il y a un peu, enfin, il y a un effet ciseau. Il y a un déficit très clairement de la culture économique, des grands principes de fonctionnement. Ça, on constate assez régulièrement ensemble aux experts, et une mauvaise compréhension de ce qui se joue dans le caractère économique. Mais pour autant, il y a honnêtement une mauvaise pédagogie. Honnêtement, de la façon dont une fiche de paie aujourd'hui est traduite. C'est-à-dire que c'est un langage comptable, c'est un langage technique, et c'est un langage, honnêtement, sur lequel c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que c'est un document de rendu, quand même, par rapport à un salarié, sur lequel il devrait avoir une lisibilité par grosse masse, en fait, honnêtement. Mais exactement, bien sûr. Ça, c'est fléché vers la retraite, ça, c'est fléché. Non, puis que les lignes, ça soit marqué retraite. Oui, voilà. Oui. Et là, aujourd'hui, on a des acronymes, on a des pourcentages, on a des calculs sur lesquels, je pense, parce que là, on parle l'étude qui est hyper intéressante, ne parle juste de l'incompréhension. Je pense que derrière, si on rentrait sur les calculs de pourcentage et autres, alors là, mais moi, sérieusement, les chiffres s'écroulent. Mais il y a à peu près, moi-même, je ne les maîtrise pas. Il y a à peu près 10 personnes en France qui sont capables de comprendre la tuyauterie fiscalo-sociale du financement de la sécurité sociale. Oui, mais ça a été fait, parce que c'est aussi une construction progressive depuis ce qui a été fait en 1945, où c'était un financement qui reposait exclusivement sur le travail. L'évolution démographique et les réformes successives ont fait qu'on a essayé d'élargir l'assiette, et donc d'où la création de la CSG et son élargissement dans les années 90. Donc c'est aussi le résultat du financement d'un modèle social qui est de plus en plus complexe, et donc c'est pas si simple malgré tout, il me semble, de simplifier. Simplifier, c'est compliqué. Hein. Ça, on le dit, on le répète, c'est toujours. On a parlé de tuyauterie, et de financement. On voit bien, il y a eu ces dernières semaines le débat sur le déficit caché des retraites. Ben oui. On voit bien que c'est pas si simple de savoir quel impôt finance quoi, quelle cotisation, tout ça c'est extrêmement compliqué. Mais pour moi, à vrai dire, le vrai débat, c'est pas sur la lisibilité de la fiche de paye qui peut évidemment être améliorée, c'est surtout sur le financement de notre modèle social, c'est sur le financement de la protection sociale, et c'est ça le vrai enjeu dans les années qui viennent. Enfin, oui et non. Je trouve que je suis d'accord que ça traduit aussi une dérive avec des couches qui sont rajoutées depuis une trentaine d'années sur les bulletins de paie qu'on a vu apparaître. Je rappelle juste que les bulletins de paie, depuis 2 ans, maintenant, sont dans ces bulletins de paie clarifiés. Eh oui. Donc, on se demande si on a bien été chez l'ophtalmo pour choisir le bon réglage, parce que depuis qu'ils sont clarifiés, ils sont... Après, au-delà de ça, il y a quand même l'intention. Et pour moi, l'intention, je prends un exemple très simple. Le prélèvement à la source, quand il a été mis en place, honnêtement, cette ligne-là est très lisible et très compréhensible aujourd'hui dans n'importe quel bulletin de paie. Et je pense que les Français n'ont pas. Donc il y a une intention qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a une intention de ne pas rendre ce document clair, mais clair pas parce qu'il s'agit de le rendre obscur, mais parce qu'il y a des mondes qui ne discutent pas entre eux. Il y a un monde, on va dire, de services publics, de calcul, de Bercy, tout ça. Il y a le monde de l'entreprise qui doit respecter des normes comptables. Et puis le monde aussi un peu logiciel avec tous les équipements qui sont diffusés dans les entreprises. Et ce monde-là n'a pas discuté, alors qu'on sait qu'il peut. Avec le prélèvement à la source, l'action a été très très lisible et très claire pour la majorité des Français. Ce qui est vrai, c'est sur la transparence. Maurice Lauré, le fondateur de la TVA en 1954, il expliquait qu'un des gros avantages de la TVA, c'est que c'est un impôt qui est relativement indolore. Et c'est vrai que les économistes, ils aiment bien ce type d'impôt, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter la TVA sans que vraiment, entre guillemets, les gens s'en rendent compte. Et ça, on oppose souvent la TVA, par exemple, avec la taxe foncière, les fameuses property tax aux États-Unis, qui sont détestées, parce que ça, vous le voyez directement. Vous voyez que quand on augmente votre taxe foncière, ça, on le voit directement. Et donc, ça va dans ce sens. C'est vrai qu'un bon impôt, d'un point de vue économique ou du point de vue des finances publiques, c'est un impôt qui, quand on l'augmente, les ménages ne s'en rendent pas compte et donc continuent à le payer, quoi. C'est l'art de plumer loi, l'art de retirer un maximum de plumes sans faire crier loi. Je recherche l'origine de cette citation. Je vais faire un parallèle qui va être réducteur, mais à mon avis, c'est comme si à midi, là, on allait déjeuner tous les 4 ensemble et on se retrouve avec une facture de restaurant où dedans, dans le détail des prix, il y a le prix de l'agriculteur,
le prix du distributeur, le prix du transporteur, le salaire du cuisinier, le salaire du serveur et tout ça. En fait, la lisibilité est un élément important, je le crois fondamentalement, parce que aujourd'hui, on est dans un débat budgétaire et fiscal, dans l'incompréhension que traduisait Gilles des grands enjeux et des grandes masses. Ce document n'est pas d'une aide, j'allais dire presque citoyenne et démocratique. Et c'est un vrai problème dans la compréhension des enjeux du débat qui traverse la France depuis maintenant 1 an et demi. Le grand intendant des finances, Jean-Baptiste Colbert, disait « L'art de l'imposition consiste à plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. » C'était aussi ça l'idée de l'impôt à la source. Il y a quand même un sujet démocratique derrière Gilles Ravaux, qui est que plus personne ne comprend rien à notre modèle social. Et ce qui fait que vous avez près de 6 Français sur 10 qui estiment pardon de ce modèle social, alors que l'INSEE est très clair, 57% des Français sont bénéficiaires nets de ce système. Oui, alors, je ne vous ai pas répondu sur la CSG, donc je le fais très rapidement, parce que j'aime bien enseigner ça aux étudiants. La CSG, comme a commencé à l'expliquer Thomas, c'est la contribution sociale généralisée. Et c'est une très jolie invention sémantique. Michel Rocard. Voilà, Michel Rocard, paix à son âme, puisque c'est un impôt qui porte le nom d'une cotisation sociale. Ça, c'est un grand débat au sein des économistes. Est-ce que la CSG est une cotisation ou un impôt ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et là encore, moi, c'est vrai que je crois ou je croyais à l'école, parce qu'il y a des choses... L'économie, vraiment, c'est simple. Moi, j'enseigne pas du tout dans une fac d'économie. J'enseigne dans un institut d'études européennes. Les étudiants sont en train de choisir leur sujet de mémoire. Je fais soutenir des mémoires, par exemple, un étudiant qui veut travailler sur le nucléaire en Iran. Bon. Je leur dis, l'économie, c'est facile. C'est des mécanismes très simples. Le nucléaire en Iran, c'est extrêmement compliqué. Et ils veulent, au début d'année, ils ne veulent pas prendre de sujet de mémoire avec moi en économie parce qu'ils n'ont pas fait d'économie avant. Puis à la fin de l'année, ils disent « Ah oui, monsieur, c'est fastoche. » Je suis désolé. La fiscalité, c'est très simple. Et notamment, cette distinction qui existait à l'origine entre l'État, c'est les impôts. Donc l'État, c'est très simple. Il prélève des impôts et il finance les services publics. Voilà. Et la sécurité sociale, elle prend de la richesse sur le travail et elle assure, comme son nom l'indique, la sécurité au cours de l'existence, c'est-à-dire que la sécurité sociale, j'ai des accidents de la vie, et bien grâce à cette magie de la sécurité sociale, je suis enceinte, je ne travaille pas, j'ai de l'argent, je suis vieux, je ne travaille pas, j'ai de l'argent, etc., etc. Donc le principe est très simple, sauf que les déficits ont fait que, progressivement, le financement de la sécurité sociale a de plus en plus été financé par l'impôt comme la CSG. Et donc, on va arriver au bout du truc, parce que ce n'est pas la peine de se cacher, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est la faute de personne, et ce n'est pas du tout la faute du système de sécurité sociale qui, en termes de technologie économique, extrêmement efficace, puisqu'on prélève de l'argent, on redistribue, les coûts de transaction sont zéro, c'est informatisé, les directeurs des caisses gagnent quelques pauvres milliers d'euros par mois, on ne peut pas faire moins. Le fonctionnement de la sécurité sociale est quasiment parfait, sauf que la situation économique du pays fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et démographique. Oui, mais avant tout économique. Si on avait eu 2% de croissance ces 20 dernières années et pas 0,5 par habitant, il n'y aurait aucun problème démographique. Donc ça, je fais attention. Là, le problème est d'abord économique. Donc le problème, c'est les retraites. Donc il faut baisser la part des retraites. Et donc moi, ce que je propose, voilà, on ne va pas faire de grands soirs des retraités. On tape des gens qui ont 70 ans qui ne peuvent plus faire grand-chose. Ils ont des taux de CSG plus faibles que les autres. Il faut les ramener progressivement à la moyenne. Et l'abattement, deuxième proposition, l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu des retraités, il faut le supprimer. Moi, dans le plan Bayrou. Voilà, moi je propose de le supprimer, mais en 10 ans, avec 1 point par an. On ne va pas massacrer les gens du jour au lendemain, mais effectivement, il faut baisser le poids des retraites. 4 à 5 milliards d'euros de mémoire. La CSG, justement, elle fait partie du débat politique du moment, comme une mesure de pouvoir d'achat. Matignon réfléchit, dans son deal avec le Parti socialiste, à baisser la CSG entre 1 et 1,4 SMIC. Est-ce que c'est une bonne idée, Thomas Grévin ? C'est une idée très paradoxale. Vous avez dit en introduction qu'on allait fêter les 80 ans de la sécurité sociale, que la CSG était le principal poste, la principale taxe, impôt qui permettait de financer la sécurité sociale. Donc, comment on peut imaginer qu'on fragilise le financement de la sécurité sociale alors qu'on a déjà de tels problèmes. Elle-même en déficit de 25 milliards. C'est peut-être un chiffre pour illustrer ce que disait Gilles. Dans les années 60, il y avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Dans les années 90, il y avait 3 actifs qui finançaient un retraité. Dans les années 2010, il y avait 2 actifs qui finançaient un retraité. Et aujourd'hui, on a autour d'un 1,7 actifs qui financent un retraité. Si vous voulez un autre chiffre qui illustre à peu près la même réalité, aujourd'hui, il y a
40% des actifs qui travaillent, ou qui financent 100% du reste de la population. 40%. Donc on voit bien qu'il y a un problème de financement majeur. Deuxième argument contre une baisse de la CSG, moi je l'aurais plutôt augmenté, c'est que c'est un impôt qui touche tout le monde, qui touche les retraités, les revenus du capital, et les inactifs. Et donc c'est assez paradoxal dans le contexte actuel de vouloir le baisser. Ouais, avec un risque aussi de trappe à bas salaire, on en parlait hier dans les experts. Cet argument d'universalité, d'ailleurs, est très intéressant, puisqu'on peut aussi faire un tout petit peu de philosophie. C'était exactement celui de Michel Rocard en disant, évidemment, ce qui est bizarre dans la sécurité sociale, c'est qu'elle n'est financée initialement que par le monde du travail, alors qu'en fait, quand vous êtes malade, c'est pas parce que ça n'a rien à voir avec le fait de travailler. Et donc, ce qu'avait très justement dit Michel Rocard, c'est de dire, on bénéficie tous comme êtres humains. Quand on est à la maternité, c'est gratuit. Ça n'a rien à voir avec le monde du travail. Et donc, il disait, c'est des prestations universelles, d'où financement universel. Et je reviens sur le truc de la technologie. Effectivement, la TVA est une géniale invention française. La CSG aussi. Ça ne coûte rien à collecter. Non, mais ça, c'est très important. Et effectivement, c'est un impôt qui ne se voit pas. Et d'ailleurs, on aurait même pu prendre à l'inverse la réflexion du début en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux sur la fiche de paye que le brut, on ne le voit pas? Vous voyez, qu'il n'y ait que le net. Parce que de toute façon, vu qu'on n'y comprend rien et qu'il y a un énorme écart, mais là, peut-être que si on savait met encore plus de poussière sur la compréhension du système global. Il est quand même très important que le citoyen comprenne quelle est sa Alors en fait, c'est ça. Mais soit il faut vraiment comprendre, soit il faut mieux ne rien savoir. Je retiens l'idée de la pédagogie dès l'école pour nos citoyens, dans les cours d'éducation civique, des cours de finances publiques. On peut simplifier, on peut expliquer. C'est très simple en réalité. Le financement de la sécurité sociale, elle repose en majorité sur le travail. Ça m'amène au sujet suivant qui est l'effondrement de la productivité. Alors en Europe et en France aussi, évidemment, la productivité, c'est la productivité hors coût, la formation, mais aussi la productivité coût, donc les charges pèsent. Évidemment, c'est la une de nos confrères de La Tribune aujourd'hui. Productivité, le décrochage spectaculaire de l'Europe. Et c'est vrai que les chiffres font assez peur, Ludovic. C'est les chiffres de l'OFCE, donc et on tombe pas de l'armoire malheureusement, parce qu'on en parle assez régulièrement. Là, les caractéristiques, je vais juste peut-être l'éclairer d'une façon plus préhensible plutôt que de prendre les grandes masses. Aujourd'hui, aux États-Unis, chaque emploi en termes d'investissement correspond par an environ à $20,000. Si on ramène ça au niveau de l'Europe, on tombe en France aux alentours de 15 000 et aux États-Unis aux alentours en Italie, autour de 11 000. Donc voilà. Donc en fait, ce que traduit ce rapport de l'OFCE, et on le voit sur le PIB, on le voit sur le niveau de salaire et tout ça, c'est le grand décrochage transatlantique de l'Europe qui est patent. C'est qu'on a un problème majeur d'investissement en Europe, notamment en France. Ça nous renvoie au rapport Draghi, ça nous envoie pas mal d'éléments. C'est-à-dire, en clair, l'économie aujourd'hui n'est plus suffisamment alimentée en Europe, et particulièrement en France. Et en France, tous les signaux montrent qu'on va vers le coup de frein. C'est-à-dire que la facture va pas s'améliorer dans les mois qui viennent, vu l'ambiance politique du moment. 1 000 milliards d'euros d'écart d'investissement entre la zone euro et les États-Unis, Thomas Gribel. Oui, c'est un écart qui s'est beaucoup accentué lors de la crise des dettes souveraines. C'est une époque où l'Europe a mené des politiques d'austérité assez fortes. Le décrochage date de là, il y a 15 ans. Il y a une partie une part importante du décrochage qui a eu lieu pendant cette période. En fait, à chaque crise, les États-Unis relancent davantage, repartent plus rapidement. Et nous, en fait, quand vous décrochez progressivement, sur 20 ans, en fait, ça fait un décrochage de PIB par habitant qui devient très significatif. Donc, je pense qu'un des premiers facteurs d'explication de ce décrochage, c'est d'une part qu'ils mènent des politiques qui sont beaucoup plus expansionnistes structurellement que nous. Après, le deuxième facteur qui est que mes collègues de l'OFCE, dont les collègues de l'OFCE parlent, c'est aussi la diffusion des technologies. Donc c'est vrai qu'on a tous en tête les GAFAM. Donc il y a ces secteurs technologiques qui portent les marchés aux États-Unis. Qui portent évidemment les marchés aux États-Unis, alors que nous, en Europe, c'est vrai qu'on n'a pas été
été capable, malgré la stratégie de Lisbonne, malgré tous les plans qui ont pu être annoncés, de faire naître vraiment de nouveaux secteurs qui pèsent structurellement dans nos économies. Parce que si on regarde la structure des économies européennes, nos secteurs forts, c'est les mêmes que dans les années 60, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Donc il y a vraiment cette destruction créatrice qui existe aux États-Unis, alors que nous, en Europe, on a plutôt vécu la destruction destructrice, c'est-à-dire que quand vous avez des secteurs qui disparaissent, on promet toujours qu'il y aura des nouveaux secteurs qui vont émerger, et malheureusement, c'est fait de façon très imparfaite, et donc il fait que aussi notre croissance, elle ralentit tendancientiellement. C'est peut-être un chiffre pour illustrer aussi l'écart d'investissement qui est très important par rapport aux États-Unis, mais qu'il est encore plus aujourd'hui par rapport à l'Asie. Donc quand on prend les projets d'investissement industriel, on voit que l'Europe, ces 5 dernières années, c'est 8% des projets annoncés dans le monde, enfin l'Union européenne, c'est moitié moins que les États-Unis, et en Asie, c'est plus de 50% des projets industriels qui sont annoncés dans le monde. Quand maintenant vous prenez les giga-investissements supérieurs à 5 milliards de dollars, là, l'Union européenne, c'est 2% de ces giga-investissements au niveau mondial. Donc, c'est autant que l'Océanie. Donc, ça vous donne aussi une forme d'ordre de grandeur de la place de l'Europe dans l'économie de demain. Bon, avant d'aller repartir sous sa couette, parce que on va parler de la fuite des cerveaux français après, on nourrit l'optimisme ce matin dans les experts, mais c'est important de poser le constat lucide sur la situation de notre économie. Quand on entend les débats, on sent qu'on est un peu parfois décalé. Il faut qu'on apporte des solutions aussi, une fois qu'on a fait ce constat-là. Qu'est-ce qui manque, Gilles Raveau? Là où il faut aller pour redresser la barre? Alors, ce qui est difficile, c'est passionnant d'écouter Thomas, je le féliciter, Thomas qui est vraiment un superbe macroéconomiste. Ce qui est difficile quand on est macroéconomiste, c'est comme on le fait ici, on parle de pays, vous voyez ? Oui. On parle de pays. Mais on est, je me permets de rappeler, dans des économies capitalistes où ce sont les chefs d'entreprise qui font la réalité. Et l'investissement, si vous voulez, ne se décide pas. C'est comme l'inflation, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que vous, là, Raphaël, aujourd'hui, vous dirigez votre start-up, etc. Vous achetez des machines ou pas, vous investissez ou pas. Et donc, cette variable, c'est pour ça que je pense que c'est aussi la limite, entre guillemets, de l'étude de l'OFCE, qui, historiquement, OFCE créé d'ailleurs par la gauche, en 1981, pour piloter ou conseiller, encore une fois, les gouvernants. Vous ne décidez pas du niveau d'investissement. Il y a une littérature gigantesque en macroéconomie. Mais effectivement, l'investissement, et c'est pour ça que c'était la variable centrale de l'analyse de John Maynard Keynes dans les années 30, l'investissement, c'est la seule variable économique qui joue à la fois sur la demande et sur l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète des machines, je crée une demande pour une entreprise et j'améliore ma productivité et donc j'augmente l'offre et j'améliore l'offre. Et donc, c'est ce que disait Thomas, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre la conjoncture et le structurel. C'est-à-dire que quand l'État américain et les Américains, eux, justement, ils n'ont pas la sécurité sociale. La sécurité sociale des Américains, c'est la croissance. Si vous voulez rester au pouvoir, il faut qu'il y ait de la croissance économique parce qu'il n'y a pas notre protection sociale. Et donc, les dirigeants américains, depuis toujours, c'est la croissance, par différents leviers. Quand il y a de la croissance, je vois que mon marché augmente, j'investis pour produire plus. Oui. Nous, en Europe, on n'a pas de croissance. Et donc, effectivement, ça se mord la queue. Et par ailleurs, effectivement, il y a un immense article de Bertil Bayard dans Le Figaro hier. On arrive, dans la perspective très longue, à une fin historique de l'Europe. Et donc, effectivement, c'est pénible de le rappeler tous les matins, mais c'est une réalité. Il va falloir, et tant qu'on n'aura pas regardé cette réalité, voilà. C'est l'alerte de Mario Draghi, on risque de disparaître de la carte mondiale économique. C'est plus que ça, je pense. Alors, l'investissement ne se décrète pas, Ludovic de Sauté, mais enfin, on peut créer les conditions pour favoriser l'investissement. On renvoie vers le rapport Draghi, les marchés de capitaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vœu pieux pour l'instant, on va pas se mentir. Juste pour montrer la hauteur de la falaise, pour renvoyer vers cette étude de l'OFCE dont on parle tout à l'heure, c'est si l'Europe voulait revenir dans la course, il faut qu'elle augmente sa hauteur d'investissement de 70%. Alors, pour prendre un langage qu'on connaît bien en France, c'est l'Himalaya. François Bayrou l'avait dit dans un autre domaine. Et c'est là où, je suis entièrement d'accord avec Gilles, où il y a un peu le nœud coulant. C'est-à-dire que, on voit la situation française. C'est-à-dire que nous, on est en train de discuter d'un budget, 40 milliards, 35 milliards, 22 milliards. Enfin, voilà. On est en train de serrer des petits écrous pour tenter de passer. Là où, en fait, il y a un enjeu bien plus important et sur lequel, aujourd'hui, on est vraiment pris au col. C'est-à-dire que ces choix qui sont des choix profonds à l'échelle européenne, mais à l'échelle aussi française,
avec des ruptures technologiques qu'on n'a pas réussi honnêtement à piloter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de dire qu'il faut réindustrialiser ce pays, il faut plutôt aller chercher des technologies de rupture plutôt qu'espérer faire revenir des voitures. Honnêtement, on voit toutes les usines une à une en train de se mettre au chômage technique, Poissy, Mulhouse hier, et ce n'est que le début. Et l'histoire est faite à l'envers en termes de pilotage, alors qu'il y a des technologies de rupture, et je ne pense pas qu'à l'intelligence artificielle, dans beaucoup de domaines, qui par ailleurs sont des technologies de rupture essentielles pour notre souveraineté, y compris notre souveraineté militaire. Je le rappelle, parce que c'est ça derrière qui va se jouer. Exactement. Thomas Gravin. Moi, je ne pense pas qu'il faille laisser partir, notamment l'industrie automobile. Je pense que l'Europe a encore des forces qui sont... de nouveau, on a toujours un excédent commercial au niveau européen, mais pour combien de temps ? Qui a un héritage historique. Merci de nourrir un peu d'optimisme dans cet océan de Mars. On a toujours des secteurs qui étaient forts dans le passé. Et donc, l'enjeu, c'est comment on se prend cette révolution industrielle et comment on fait face, en effet, au rouleau compresseur chinois. Mais... Là, face à des écarts de coût de 40% des Chinois, si on les laisse rentrer comme ça, si on continue à, entre guillemets, être une passoire, évidemment, notre industrie ne pourra pas résister. Maintenant, si on se ferme par rapport à la Chine, ce que font les autres pays, ce que font les États-Unis, ce que fait le Canada, ce que plein d'autres pays font ça. Ça permet de gagner du temps pour essayer, je pense, de sauver. Et là, c'est pas sauver des canards boiteux, c'est sauver des industries qui ont été au cœur de notre richesse économique à nous en tant qu'Européens depuis 50 ans, et a fortiori du point de vue allemand. Donc moi, je suis d'accord qu'il faut développer les secteurs de la tech, mais c'est très compliqué. On voit bien qu'on a eu des difficultés ces dernières décennies à le faire, mais il faut préserver ce qui a été le cœur de notre modèle économique. Gilles parlait du modèle social qui est évidemment fondamental, mais je pense que je dirais presque malheureusement, les deux aujourd'hui sont intimement liés. Le fait qu'on dépense plus sur nos dépenses de retraite, 14 points de PIB en France, c'est 2 ou 3 points de PIB par rapport à nos voisins, ça c'est aussi moins de marge de manœuvre pour financer l'enseignement supérieur, financer l'éducation ou tout simplement pour rendre nos entreprises plus compétitives dans la compétition internationale. Donc il y a un moment, nos problèmes démographiques, ils deviennent des problèmes économiques majeurs. Les deux se recoupent.